Yes. Merci Jean-Luc pour l'introduction. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour cet horaire d'ouverture du salon. Du coup aujourd'hui, comme a dit Jean-Éric, on va parler exclusivement de LinkedIn et de tous les leviers que vous pouvez activer grâce à ce réseau social, notamment en fait la partie prospection, donc avec toutes les campagnes B2B que vous pouvez lancer sur cette plateforme-là, et aussi toute la partie communication avec les leviers de personal branding que vous allez pouvoir activer. Donc la conférence, elle n'est pas forcément faite pour ceux qui n'ont jamais publié. C'est vraiment un mix entre des tips pour que vous puissiez améliorer votre présence ou alors vous lancer pour vraiment commencer à activer ce levier en 2025. Donc je me présente rapidement et les personnes qui sont à mes côtés. Donc on a Anthony qui est responsable de l'acquisition chez Linkforce et qui va pouvoir intervenir tout à l'heure sur la partie prospection. Et on est aussi accompagné de Karim Sifouane, qui est le co-créateur de la méthode Think10X, qui est une méthode qui va pouvoir vous présenter tout à l'heure. Et malheureusement, il devait y avoir aussi avec nous Geoffroy, qui est aussi l'associé de Karim, mais il s'est blessé à la cheville ces dernières heures, donc il nous a fait une petite vidéo quand même un peu à la Energy Music Award pour ceux qui ont le trophée mais qui ne sont pas venus, et donc on vous la montrera tout à l'heure. Mais donc on est au complet, que ce soit en physique ou en digital. Hop, je vais prendre ça. Et donc moi je ne me suis pas présenté, donc je suis Hugo Lacroix et donc je suis responsable du pôle communication B2B chez Linkforce. Alors comment ça se passe concrètement au quotidien? En fait, je suis vraiment un consultant qui travaille au quotidien avec mes clients. Donc ça va du grand groupe comme Michelin à l'entrepreneur médiatique comme Jean-Pierre Nadir, qui était connu par l'émission Qui veut être mon associé. Et ça peut être aussi un entrepreneur indépendant qui a sa boîte depuis 10 ans, 5 ans et qui souhaite donner un second souffle à sa communication et à sa prospection. Ou alors tout simplement les entreprises en lancement qui veulent finalement créer leurs propres médias pour marquer les esprits et en faire un canal d'acquisition principal. Donc comment moi j'en suis arrivé là? Tout simplement en 2018, je travaillais dans un grand groupe de télécommunications françaises et je suis tombé sur ce tweet de Naval Ravikant qui disait qu'en gros, aujourd'hui, il y a 2 leviers sans permission qui existent et qui vous permettent de faire du business même pendant que vous êtes en train de dormir. C'est soit de savoir coder, soit de savoir communiquer et créer son propre média. Donc, finalement, moi, j'ai un peu analysé ce tweet parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il a investi dans des entreprises comme Tesla, PayPal, etc. Et je me suis dit, est-ce que je sais coder? Est-ce que ça me plaît? Pas vraiment. Voilà, il y avait pas mal de barrières techniques que j'ai pas réussi à résoudre. Et par contre, les médias, c'était finalement là où le métier que je faisais jusqu'à présent. Et donc, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et donc, comment j'ai choisi donc LinkedIn? Tout simplement parce qu'il y avait plusieurs intérêts super intéressants sur ce réseau-là, notamment le potentiel de ciblage. C'est-à-dire que sur LinkedIn, c'est un des seuls réseaux sociaux où déjà il n'y a personne qui est anonyme et vous pouvez cibler avec tous les caractères que vous voulez, que ce soit la taille de l'entreprise, le nom de l'entreprise, carrément, la zone géographique, la durée d'activité de l'entreprise. Enfin, c'est vraiment hyper large et finalement, vous pouvez vraiment parler aux personnes à qui votre offre est destinée. Donc ce potentiel de ciblage était énorme et donc forcément plus intéressant. Aussi, il y a un reach qui est hyper important. Alors qu'est-ce que c'est que le reach? C'est en fait finalement quand vous allez communiquer, vous n'allez pas passer à l'aveugle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous lancez un compte Twitter pour votre entreprise, une page Facebook, ça va marcher que si vous mettez un petit peu de... finalement, vous sortez la carte de crédit, vous payez 500 € de ads, et là, vous allez voir plein de likes. Tout le monde va être content, mais par contre, dès qu'on retire sa carte bleue, il n'y a pas d'audience qui se crée. Sur LinkedIn, peu importe que vous ayez 2, 3 relations ou 10 000, vous aurez toujours un nombre minimal garanti de au moins 500 vues, parce que ça marche par effet boule de neige, c'est-à-dire que vous allez faire votre communication, vous allez voir qu'un seul like, mais ce like va vous ouvrir plein de portes, qui fait que finalement l'audience elle est beaucoup plus grande. Et enfin, il n'y a pas de barrière technique, justement au contrario du codage, c'est-à-dire qu'il suffit d'une connexion au 4G, d'un compte LinkedIn, et vous pouvez vous mettre à communiquer et à créer votre propre média. Donc finalement, c'est super simple, tout le monde peut le faire, et en plus, en prime, c'est le réseau B2B numéro 1 au monde, donc c'est vraiment un super canal. Voilà. Pourquoi alors communiquer sur LinkedIn quand on est une entreprise? Que ce soit en B2B en B2C, il y a 3 intérêts majeurs. Notamment, le premier, c'est déjà, ce pourquoi on est tous là, c'est de savoir vendre. Donc, c'est de faire de social selling, avoir des nouveaux leads, faire de l'acquisition via LinkedIn. Donc, ça, c'est vraiment la raison principale. La deuxième raison,
c'est de faire de la marque employeur. On est en 2025, toutes les entreprises, elles sont de plus en plus en difficulté à recruter. Donc quand on a une bonne image, on attire les talents. On le voit avec toutes les boîtes comme Welcome to the Jungle qui font des campagnes incroyables pour justement se mettre en avant et finalement même avoir des clients qui utilisent leurs médias pour faire du recrutement. Et le dernier point, qui est un point qu'on rencontre de plus en plus avec Linkforce, c'est au final augmenter sa valorisation VC. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la valeur d'une boîte, elle se fait énormément par l'image que renvoie le fondateur. Et ça, finalement, franchement, dans la capitalisation, quand on est un entrepreneur qui est reconnu sur son secteur d'activité, forcément, l'entreprise monte avec. Et ça, c'est super pour tout ce qui est valorisation. Là, je vous ai mis 3 exemples de personnes qu'on a accompagnées, soit au présent ou soit au passé, qui sont Maxime Blondeau, Claire Mounier et Jean-Pierre Nadir. Et ces 3 exemples qui incarnent vraiment ces 3 leviers que je vous ai présentés juste avant, donc soit vendre, soit évangéliser une cause, ou soit faire du recrutement. Donc ça, c'est vraiment des personnes que je vous recommande de suivre si vous voulez exploiter ces 3 leviers finalement. Savoir vendre sur LinkedIn, faire de la marque employeur et augmenter sa valorisation. Donc, je ne sais pas si vous avez fait attention juste avant, les 3 personnes que je vous ai présentées, c'est 3 profils personnels. Il n'y a aucune page entreprise, et c'est là que je vais préciser le petit point sur lequel on s'accorde chez Linkforce, c'est qu'on fait du travail uniquement sur les profils personnels. Les raisons, elles sont simples. En fait, la page entreprise, ça fonctionne comme les autres réseaux qu'on a vu juste avant, Facebook, Twitter, etc. Pour être visible, il faut payer. Alors que sur votre profil, c'est complètement différent. Et les gens, en 2025, ils veulent parler à des personnes, ils ne veulent pas parler à une page entreprise. Alors jusqu'à il y a 6 mois, on ne pouvait même pas envoyer de messages privés à une page entreprise. Maintenant, c'est un peu différent, donc c'est pas totalement... voilà, vous pouvez quand même le faire. Mais par contre, si vous voulez être présent, créer votre propre média, ce sera sur votre profil personnel. Et c'est tout ce que je vais vous présenter par la suite. Ça sera vraiment exclusivement sur un profil personnel que ça s'appliquera. Donc maintenant, voilà, on sait pourquoi on va communiquer sur LinkedIn, on sait pourquoi, plutôt on sait comment le faire, c'est-à-dire en utilisant son propre compte. Mais alors finalement, quel contenu il faut publier sur LinkedIn? Il y a plein de méthodes qui existent. Il y a le célèbre tofu, mofu, bofu. Donc ça, je pense qu'il y en a pas mal qui ont entendu parler. Il y a plein de stratégies qui existent. Et nous, en fait, on a un peu utilisé celle-là qui regroupe plusieurs stratégies. Donc c'est la méthode GAP. Donc le premier contenu, c'est vraiment du contenu de croissance. C'est-à-dire que c'est le contenu qui doit vous faire découvrir auprès de votre audience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez prendre la parole, ça va être votre premier post LinkedIn. Comment on va faire pour vous découvrir? Forcément, il va falloir donner de la valeur, créer un livre blanc, créer par exemple un sondage sur un sujet, prendre la parole sur une thématique bien spécifique qui va attirer tous les experts de votre secteur. Donc il y aura forcément des concurrents, mais aussi des personnes qui vont être attirées par ce que vous avez fait. Et finalement, c'est ça qui va vous faire grimper en termes d'abonnés et de nombre d'impressions. Ce qui va être contenu d'autorité, donc c'est vraiment, on est dans le final, on est dans la deuxième étape, ça va être tout ce qui va être gain en crédibilité. Donc là, vous allez pouvoir partager des témoignages clients, des success cases, etc. C'est ce qui va faire que, ok, vous avez partagé une expertise, maintenant comment on vous fait confiance, c'est avec ce contenu d'autorité. Et enfin, le contenu personnel, c'est tout ce qui va créer la sympathie avec votre personne finalement. Ça va être créer des vidéos, créer des petites prises de parole sur des liens avec des sujets un peu plus perso, des sujets sportifs, sans jamais tomber forcément dans la Facebookisation, puisque c'est un frein qu'on entend de plus en plus au quotidien. C'est-à-dire que, ok, on veut faire du personal branding, mais par contre, on ne veut pas transformer son compte LinkedIn en compte Instagram ou compte Facebook, parce que ça reste quand même du B2B, c'est notre image. Et l'idée, c'est que moi, je mets vraiment un point d'honneur à jamais travestir, entre guillemets, les comptes des clients. C'est-à-dire qu'on doit faire de la croissance sans jamais tomber dans les travers de toujours faire un post avec un selfie sur la plage pour avoir du reach, parce que ça, finalement, ça marchera toujours, mais en termes d'image, parfois, les clients ne le veulent pas et on ne doit pas, entre guillemets, se cacher derrière ça pour faire des impressions. Si on veut le prendre un peu plus facilement, vous pouvez aussi catégoriser vos posts en 2 contenus, le contenu chaud et le contenu froid. C'est-à-dire que quand vous allez faire vos publications, vous devez vous dire dans quelle catégorie je la mets. Est-ce que c'est du contenu chaud qui est là pour faire de la croissance, de la visibilité, ou c'est du contenu froid, expert, pour renforcer votre crédibilité? Et il faut vraiment segmenter ces 2 postes-là, parce que après, dans votre analyse de performance, en fait, ça va être super segmenté. Je vous montre un petit exemple sur le profil de Jean-Pierre Nadir.
À gauche, c'est du contenu qui est là pour faire justement de la découverte et de la visibilité. Et à droite, c'est du contenu qui est là pour renforcer son expertise sur tout ce qui va être tourisme éco-responsable. Et donc, si moi je fais un reporting et je dis, bon, bah, à gauche, la publication elle a fait 270 000 impressions et à droite 50 000, on peut se dire, bah, le poste de droite n'a pas du tout fonctionné, on a fait du mauvais travail, on s'est trompé de cible, etc. Alors qu'en fait, non, puisque le poste de gauche, il a été vraiment là pour faire de la découverte, pour vraiment faire de la grosse impression, avoir des visites de profil. Et finalement, le poste de droite, il est là pour capitaliser sur l'expertise de ce qu'on doit vendre derrière. Donc c'est pour ça que les performances sont aussi différentes. Et dans votre contenu, quand vous créez du contenu, si vous faites vraiment que du froid, ne dites pas LinkedIn, ça marche pas. C'est juste que vous n'avez pas encore ouvert toutes les valves pour vous faire découvrir et faire de la croissance. Maintenant, j'ai peut-être une petite question à vous poser, parce qu'on va voir les 3 contenus qui marchent le plus sur LinkedIn. Donc là, je les ai un peu fait comme un podium de Formule 1. Donc en premier, il y a donc la newsletter, qui est un nouveau format sur LinkedIn. En deuxième, on a le post texte plus image. Et en troisième, on a la vidéo verticale et horizontale. Donc ça, c'est vraiment les contenus qui marchent le plus sur LinkedIn au 1er avril 2025. Ça peut évidemment changer. Hein, il y a pas de, c'est jamais acquis. Il y a des changements tout le temps. On va le voir d'ailleurs sur le format vidéo. J'aurais une petite question à vous poser. Peut-être on peut le faire à main levée. Qui, dans son entreprise, a une newsletter et en est satisfait des performances de distribution? Ok. Bon, peut-être que je peux compter 10 personnes. Et est-ce que personne après a une newsletter ou alors vous êtes déçu des publications, de la distribution? Oui. Ok. Bah, qui a une newsletter du coup? Ok. Parfait. Et qui en est satisfait? Bon, bah, on est vraiment peu nombreux. Ok, bah, parfait. Bon, bah, du coup, ça va vous être utile, ce format newsletter. C'est un format qui est totalement ignoré sur LinkedIn. Et finalement, c'est un format qui est hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez créer votre premier épisode de newsletter sur LinkedIn, ça va envoyer une invitation à suivre votre newsletter à tout votre réseau. C'est-à-dire que si vous avez 1000 personnes dans votre réseau, tout le monde va être invité à rejoindre cette newsletter. Sur ces 1000 personnes, on a en moyenne sur tous les newsletters 35% des gens qui vont accepter de la suivre. Donc une fois que vous avez ces 35%, qu'est-ce qui va se passer pour les prochains numéros? Ils recevront l'épisode de votre newsletter et par mail et sur LinkedIn. Et pourquoi c'est vraiment un fort contenu? Parce qu'en fait, votre newsletter, elle va être envoyée par un nom de domaine de LinkedIn. C'est-à-dire que vous n'allez pas du tout tomber en spam. Et finalement, c'est gratuit, donc c'est un outil gratuit, c'est intégré à LinkedIn. Vous n'allez pas tomber dans les spams alors que les applications comme Mailchimp, forcément, il faut payer vraiment très cher, mettre à jour sa base de données en continu. Et dans, franchement, un cas sur 3, on tombe dans les spams. Ou alors, c'est vraiment compliqué, les images, elles s'affichent mal, etc. Alors que sur LinkedIn, voilà, vous faites votre newsletter, ça se construit comme un article de blog, vous mettez vos visuels, votre texte, etc. Et pour les prochains, tous les gens qui seront abonnés recevront et par mail et par LinkedIn une notification. Donc ça, c'est vraiment un super canal. Je vous ai mis trois captures d'écran de quelques exemples. En premier, on a la newsletter de Jean-Pierre Nadir qu'on a lancée récemment. En 2 épisodes, on a eu plus de 44 000 abonnés, ce qui fait que c'était déjà une newsletter, une des plus suivies de France sur LinkedIn. Donc vraiment en 2 épisodes. Bon, maintenant, on doit être à 4 numéros, à peu près 60 000 abonnés. Pour la newsletter de Karim, donc on a lancé, on a fait 2 numéros aussi, on a eu 1044 abonnés. Donc normalement, il faut à peu près 6 mois pour avoir 300 abonnés. Donc là, on a vraiment explosé les compteurs et forcément, ça marche très bien puisque c'est distribué et par mail et par LinkedIn. Et pour nous, pour Linkforce, forcément, on a aussi lancé 2 numéros et on a un peu plus de 700 abonnés. Donc maintenant, dès qu'on va faire une annonce, notre participation au salon ou autre, il y aura 700 personnes qui recevront sur leur boîte mail et ça ne tombera pas en spam. Donc ça, c'est vraiment un super impact. Et on va dire que c'est du plus, parce qu'à la base, quand on a commencé à créer du contenu sur LinkedIn, la newsletter, ça ne faisait pas partie de notre stratégie, mais maintenant, ça l'est pleinement. Ce qui fait partie de notre stratégie, c'est vraiment, pour moi, le format le plus traditionnel de LinkedIn, c'est de faire du contenu avec un texte plus une image. Forcément, ça, c'est le contenu qui marche le mieux. C'est pas forcément le contenu le plus traditionnel de LinkedIn, puisque le contenu traditionnel, c'était juste du texte à la base, c'était vraiment comme du blogging. Mais là, on a le plus de performance, c'est du contenu texte plus image. Je vous ai mis 2 captures d'écran.
Donc les performances de Geoffroy et les performances de Karim sur un an. Donc on avait commencé, il me semble, début 2025, si je ne dis pas de bêtises. Donc on voit que pour Geoffroy, on avait déjà fait 230 000 impressions, et pour Karim, 100 000 en cumulé. Et ça, c'est juste sur les impressions des textes, on va dire, traditionnels. Le dernier levier que je voulais vous présenter, c'était la vidéo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ce qui va être contenu texte, c'est super intéressant parce que ça va renforcer l'expertise, mais en fait, la vidéo, elle est là vraiment pour renforcer l'aspect émotionnel. Aujourd'hui, on le voit avec toutes les plateformes, Instagram, TikTok. Comment on mémorise une personne ? C'est en l'entendant, on entend son timbre de voix, en repérant ses traits de caractère physiques, et forcément, ça compte dans la mémorisation. Et donc, le format vidéo sur LinkedIn, il commence à être de plus en plus incarné et de plus en plus déployé. J'émets comme une réserve parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu, sur votre application LinkedIn, dernièrement, il y avait un onglet de vidéo verticale. Donc c'était vraiment intégré comme un fil finalement TikTok, et ça a été supprimé il y a à peine 2 semaines. Donc ils ont fait vraiment marche arrière, et pour les créateurs de contenu, c'est dommage parce qu'on passait de performances de 54 000 quand il y avait ce fil d'actualité à aujourd'hui un peu moins de 4 000. Donc il y a une grosse différence, mais on va dire que je ne suis pas inquiet que LinkedIn puisse travailler une nouvelle formule pour l'intégration des vidéos, puisque c'est, on va dire, une question aussi de survie, puisque voilà, il y a de plus en plus de créateurs qui vont l'incarner. Donc à suivre les performances, de voir comment ça va prendre. Mais en tout cas, la vidéo, c'est un super format, et même si ça marche moins bien aujourd'hui, c'est super important pour que on puisse vous reconnaître et que vous deviez finalement leader d'opinion sur votre secteur d'activité. Je vous donne quelques tips qui sont des choses que vous pouvez mémoriser. C'est très simple. C'est juste que voilà, si vous faites tout ce travail-là et que à la fin vous commencez à publier vos publications à midi, ça serait un peu dommage parce que vous n'aurez pas maximisé votre engagement. Donc moi, je vous recommande vraiment sur 4 années d'expertise avec des gros comptes du top favicon LinkedIn, c'est de publier vraiment soit le mardi, mercredi, jeudi, et toujours entre 7h et 9h. J'ai une grosse préférence pour publier vers 7h30, 8h. Comme ça, votre post a une durée de vie qui est vraiment prolongée. Et finalement, au moins, vous maximisez vos chances. Et si vous alternez contenu chaud, contenu froid, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vraiment en restant motivé, en restant vraiment sur une stratégie à long terme, vous allez voir que vous allez construire une audience et que ça va être vraiment beaucoup plus simple. Pareil, quelques tips à faire en positif. Donc, publier régulièrement, c'est-à-dire que vous publiez, si vous voulez publier, vous dites-vous, maintenant je publie tous les mardis à 8h. Il faut vraiment être super régulier parce que ça, l'algorithme le prend en compte. C'est-à-dire que si vous vous dites, pendant 3 mois, je publie tous les mardis à 8h, il faut vraiment s'y tenir. Si à un moment vous faites une pause même d'une semaine, vous allez voir que vous allez perdre en score de Social Selling Index. Et c'est d'ailleurs le dernier tip que je donne, c'est-à-dire que sur LinkedIn, vous pouvez suivre la note de votre compte LinkedIn. Donc ça, c'est le seul réseau social qui le permet. C'est-à-dire que quand vous tapez juste Social Selling Index sur Google, LinkedIn vous donne une note de référencement de votre compte. Et donc ça, en fait, on estime qu'à partir du moment où vous êtes à plus de 60, vous avez beaucoup plus d'opportunités de visibilité et donc finalement de faire du business sur LinkedIn. Et ça monte très vite. Alors forcément, après, il y a un petit plafond de verre quand vous arrivez vers 70. Pour le débloquer, souvent, il faut s'abonner à LinkedIn Premium pour forcément gagner en visibilité. Et à contrario, quelque chose à ne pas faire, mais ça, je pense que pour ceux qui utilisent déjà LinkedIn, il n'y a rien de surprenant, c'est partager le post d'une autre personne, tout simplement parce que ça, vous aurez toujours moins d'impression quand vous le partagez. Il vaut mieux faire un bon commentaire qu'un mauvais repartage. Maintenant, en plus, dernière nouveauté d'ailleurs que je n'ai pas mis à jour ces derniers jours, en fait, c'est que maintenant on peut voir le nombre d'impressions sur ces commentaires sur LinkedIn. Donc si vous publiez, si vous commentez la publication de votre collègue, vous allez voir que vous pouvez faire plus d'impressions avec un commentaire que si vous repartagez sa propre publication. Donc c'est super intéressant. Mettre un lien externe, ça on va dire que c'est un petit peu plus logique parce que forcément LinkedIn c'est un petit peu comme un restaurant. Si vous allez dans un restaurant et qu'on vous donne la carte d'un autre restaurant, les gens ils vont aller voir ailleurs. Donc là c'est pareil, si on met un lien externe dans une publication, ça casse le reach. Et enfin, publier plusieurs fois dans la journée, il y a tout simplement la logique de cannibalisation, c'est-à-dire que si vous faites une publication à 9h, elle va vivre, et si vous en faites une à midi, elle va s'arrêter de vivre, et c'est l'autre qui va prendre le relais. Donc voilà. Donc, en conclusion, sur la partie communication, à quoi ça sert vraiment le personal branding ? C'est déjà, numéro 1, de devenir top of mind. C'est-à-dire que si demain on a un besoin dans votre problématique, que ce soit vous qui soyez la première personne à qui on pense.
Deuxième partie, c'est de créer des signaux positifs, donc de recevoir des commentaires, des likes, tout ce genre de choses sur vos publications qu'on pourra exploiter après en prospection. Et enfin, forcément, c'est optimiser la prospection, parce que ceux qui prospectent sur LinkedIn, ils sont nombreux, mais par contre, ceux qui mixent prospection et bonne communication, ils sont un peu moins. Donc c'est une manière de se démarquer. Et encore une fois, tout ce que je dis là, ça doit vraiment rentrer dans une logique très globale, c'est-à-dire que LinkedIn ne doit pas être votre seul levier de visibilité, votre seul levier d'acquisition. Ça doit vraiment faire partie d'un schéma très large. Et mais justement, il n'est pas présent aujourd'hui, mais donc je vais vous partager la petite vidéo que Geoffroy nous a laissée pour vous partager sa vision du personal branding pour un fondateur. Et je vous laisse avec la petite vidéo, et après ça sera Anthony qui prendra le relais sur la partie prospection-acquisition, qui est aussi le nerf de la guerre pour tous aujourd'hui. Merci. Le personal branding, tout le monde croit que c'est fait pour se vendre, alors qu'en réalité, c'est fait pour marquer les esprits. Peut-être que vous avez marqué les esprits aujourd'hui, mais si la personne vous a bien identifié dans votre niche, elle va penser à vous sans même avoir jamais travaillé avec vous. Et ça, c'est puissant. Je m'appelle Geoffroy Louchard et je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Dans ma précédente startup, on avait élevé 70 millions de dollars, on était au Next 40, la presse nous appelait, les clients venaient à nous et on nous citait par réputation. On n'avait même pas besoin de pitcher, notre notoriété inspirait confiance. Et c'est là que j'ai compris que le personal branding, quand il est bien travaillé, il accélère la confiance. Aujourd'hui, j'ai lancé une nouvelle aventure avec mon associé Karim et on accompagne les entrepreneurs qui génèrent au moins 150 000 € de chiffre d'affaires avec au moins 2 ans d'expérience. Et notre mission, c'est de les aider à transformer leur succès en évidence. 10 fois moins de contenu superflu, 10 fois plus d'efficacité. Et justement, sur les réseaux, vous avez 2 secondes, pas une de plus, pour capter l'attention. Et une fois que vous l'avez, il faut qu'on se dise « Ok, cette personne, j'ai envie de la suivre ». C'est ça le vrai personal branding, pas se mettre en vitrine. S'ancrer dans la tête des gens avec clarté, cohérence et alignement. Mais attention, ce n'est pas juste une question d'agence ou de contenu, c'est une question de vision claire, de fil rouge et de discipline. Une fois que vous savez qui vous êtes, pour qui vous êtes là, et ce que vous incarnez, alors vous pouvez travailler avec des pros, des gens qui vous aident à aligner vos archétypes, votre tunnel de vente et votre stratégie éditoriale. Et le plus beau dans tout ça, c'est que vous n'attirez plus des clients, vous attirez les bons clients, ceux qui vous ressemblent et ceux avec qui vous avez envie de travailler. Et ça, c'est beau. Merci. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreux. Donc, je me présente, je m'appelle Anthony Arimbelli, je suis le responsable du pôle acquisition de Linkforce. Donc, je m'occupe de faire des campagnes de prospection LinkedIn et emailing pour des clients de différents secteurs et de différentes tailles. Donc, ça va du journal Les Échos aux startups de la French Tech, en passant par le secteur du médical, de l'agroalimentaire. Et pour commencer cette intervention, j'aimerais vous poser une question. À main levée, qui a déjà été démarché sur LinkedIn ? Bon. Promis, c'est pas moi qui ai fait ça à chaque fois. À main levée, toujours, qui n'a pas répondu à un message de prospection volontairement ? Ok, super. Bon, si vous n'avez pas répondu à ces messages, c'est sûrement qu'ils ne vous parlaient pas, qu'ils n'étaient pas assez personnalisés et qu'ils ne vous inspiraient pas forcément confiance et ne vous donnaient pas envie de répondre. J'aime bien faire un petit parallèle entre la prospection et la réalité. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on nous déconseille généralement de parler que de soi, en tout cas quand on veut séduire. On nous conseille plutôt de parler de l'autre personne, de s'intéresser à elle, de poser des questions, de créer une connexion avec la personne. En prospection, en 2025, pour que ça fonctionne, c'est un petit peu la même chose. Il faut plaire à son prospect, il faut parler de ses points de douleur, il faut s'intéresser à lui et le faire se sentir unique. Alors, concrètement, vous pouvez le faire à la main, aller regarder un petit peu tous les profils de vos interlocuteurs, d'envoyer un message personnalisé, mais ça prend beaucoup de temps. Et chez Linkforce, on a remarqué que pour avoir des leads et pour avoir justement du business, il faut réussir à industrialiser un petit peu cette prospection personnalisée. Donc, comment on fait ça ? On trouve un bon compromis entre l'automatisation et la personnalisation. On aime bien la phrase « on envoie le bon message à la bonne personne au bon moment ». Pour faire ça, c'est sûr qu'on ne va pas envoyer un message individuel à chaque personne, donc on va créer un segment d'une dizaine, d'une centaine, d'une millier de personnes qui ont une caractéristique commune sur laquelle on va jouer dans le message. Donc on va vraiment insister sur cette petite information qui va laisser penser à la personne qu'on a écrit ce message pour elle avec vraiment nos mains et notre temps. En réalité, on ne réinvente pas la roue, on s'inspire de la notion de signal faible qui avait été théorisée dans les années 70, donc ça ne date pas d'hier, par Igor Antsov, donc qui est un des pères du marketing stratégique,
qui expliquait qu'une bonne stratégie marketing, justement, c'est une stratégie qui va réussir à trouver quelques informations subtiles sur le prospect et qui vont permettre justement cette information va permettre de réduire l'incertitude dans la stratégie. On va pouvoir adresser une campagne, un spot publicitaire qui va vraiment parler à ces personnes-là. En prospection, c'est la même chose. Les messages doivent résonner chez le prospect. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'un signal faible sur LinkedIn ? Ça peut être beaucoup de choses, mais globalement, ce sont toutes les informations que laissent les prospects sur votre profil LinkedIn et qui vous permettent, dans une certaine mesure, de préqualifier l'intérêt du prospect pour votre produit, pour votre service, pour votre personne. Donc ça peut être un like, un commentaire, un repartage, le fait que la personne ait visité votre profil ou qu'elle ait fait un post mentionnant un sujet qui peut être dans votre cercle d'activité. Donc toutes ces informations-là vont vous permettre en fait de rédiger un message qui va être légitime si vous parlez à un prospect de quelque chose qu'il a mentionné ou de quelque chose qu'il a aimé. En théorie, il devrait être un petit peu plus gentil que les personnes qui ont levé la main au début et répondre au message. Ça va laisser penser que le message a été écrit personnellement et forcément, ça va donner un peu plus envie de répondre que ces messages très froids qui ont longtemps marché mais qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Je vous partage 2 contenus que justement on a utilisés dans cette logique de setting, donc du fait d'utiliser les interactions sur le contenu pour envoyer un message personnalisé. On a un livre blanc qui a été fait justement par Hugo pour Karim et Geoffroy, sur lequel on a récupéré donc tous les commentaires, toutes les interactions, et on est ensuite allé envoyer en message privé aux personnes le livre blanc. Et on a notre post d'annonce à cette conférence. De la même manière, on allait regarder un petit peu qui avait liké, qui avait commenté, et on a créé des messages pour aller justement démarcher certaines sociétés et fixer des rendez-vous aujourd'hui. Donc, je suis désolé si certaines personnes ont reçu un de ces messages aujourd'hui, surtout celui sur la All for Customer. On les a testés et on peut confirmer que ça fonctionne. Donc, je vous partage différents exemples. On a des campagnes qu'on a lancées donc, pour Geoffroy et Karim, des campagnes qu'on a lancées en notre nom, donc via le profil de Chloé, qui est quelque part dans la salle, voilà. Et pour d'autres clients, notamment les échos. L'idée derrière ces messages, c'est systématiquement la même chose. On casse la glace avec une information un petit peu personnalisée. Vous participez à ce salon. Ah, on a fait la même école. On vient de la même ville. Et ensuite, on rentre dans une discussion qui se veut un petit peu conversationnelle, puis, dans un second temps, transactionnelle. Bon, là, je vous ai présenté des signaux faibles qui sont axés communication. Mais comme le disait Hugo tout à l'heure, on n'est pas nécessairement obligé de publier sur LinkedIn pour faire de la prospection, et je le comprends tout à fait. Il y a des signaux qu'on peut aller chercher et qui ne sont pas liés au contenu. Donc j'aime bien parler de 3 grandes familles de signaux, ceux liés à l'actualité de l'entreprise, ceux qui sont davantage liés à la personne en elle-même, à sa vie personnelle, et ceux liés à l'activité digitale de la personne. Donc en ce qui concerne l'actualité de l'entreprise, il y a tous les jours des posts pour annoncer des levées de fonds, pour annoncer un recrutement, pour annoncer la participation à un salon, à un congrès, à un événement. Donc toutes ces informations-là, vous pouvez les récupérer pour justement rédiger des messages qui vont être personnalisés. Dans un second temps, pour ce qui est de l'approche un peu plus conversationnelle, où on va parler de la personne, vous pouvez aller chercher dans le profil LinkedIn une expérience commune. Vous êtes passé par la même école, vous êtes alumni d'un même réseau, vous êtes dans un même business club. C'est des choses qui vont davantage inciter à répondre. D'ailleurs, à main levée, si vous recevez un message de quelqu'un qui a fait la même école que vous, qui répondrait ? C'est un petit peu mieux qu'au début quand même, ceux qui n'avaient pas répondu. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de créer une connexion avec le prospect, de créer une synergie et de lui donner envie de nous répondre. Vous pouvez aussi le féliciter pour une prise de poste récente, c'est une information qu'on trouve assez facilement sur LinkedIn. Et enfin, j'attire votre attention sur cette activité digitale LinkedIn, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est trop sous-exploité et qui est une vraie mine d'or. Il y a beaucoup de groupes de webinaires thématiques sur LinkedIn qui permettent justement de savoir qu'une personne s'intéresse à tel ou tel sujet, et on peut récupérer justement tous les membres qui sont dans ce groupe ou qui participent à ce webinaire. En soi, ça permet justement de créer des segments où il y a des dizaines, des centaines, des milliers de personnes à qui on va automatiser le message et qui vont avoir l'impression que ça a été écrit par une personne, pour une personne. D'ailleurs, je crois que pour la petite anecdote, Karim et Geoffroy, justement, on les a prospectés par le prisme du on est alumni, via le profil de Chloé, on a fait la même école, et c'est comme ça qu'aujourd'hui on s'est retrouvés à travailler ensemble. Donc ça fonctionne, et ce qui va vous permettre de décrocher du lead et de convertir, c'est vraiment de
de l'attention à votre prospect, un petit peu comme dans la vraie vie, de séduire votre prospect et de le surprendre. C'est ça la clé pour réussir la prospection LinkedIn en 2025. Je vais maintenant laisser la parole à Karim qui est de l'autre côté, du côté du dirigeant. Moi, je suis plutôt du côté opérationnel, de celui qui va vous démarcher. Karim est du côté de celui qui est démarché et va justement témoigner sur l'importance de ces messages personnalisés. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Karim Sifoine, donc je suis cofondateur de la méthode SynDizX. Donc mon associé, qui n'est pas là, il n'est pas très bon au foot, je crois qu'il faut qu'il arrête. Donc c'est cassé la cheville. Et donc il vous a présenté ce qu'on faisait. Donc nous on aide les entrepreneurs à aller plus vite. Donc on a créé pas mal de startups et d'entreprises. On a subi toujours à peu près les mêmes échecs et on s'est dit cette méthode doit être transmissible pour faire gagner du temps aux entrepreneurs. Donc ça c'est pour SynDizX. Pour intervenir sur la prospection, donc vous avez compris que déjà, je pense que c'est compliqué, ça a toujours été compliqué, je pense que c'est encore plus dur aujourd'hui. On est ultra sollicité, j'ai vu les mains levées, mais je pense que je ne suis pas le seul aussi à recevoir plein de messages et je réponds à très 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 peu de messages. Donc en tant que fondateur, dirigeant, mais aussi quand j'étais CRO ou directeur commercial, c'était tous les jours, on essayait de me vendre quelque chose. En général, quand je réponds, c'est que soit on me propose une valeur immédiate, donc on rebondit soit sur une actualité, soit sur quelque chose, sur un fait marquant ou un signal faible, un signal plus probant. Soit on va m'offrir quelque chose de valeur, donc un outil, ça peut être lié à la prospection, les 10 checklists à faire pour avoir une bonne prospection, on a envie de cliquer, on a envie d'y aller. Donc pensez à mettre du contenu qui peut interagir des clics. Vous l'avez compris, la prospection, c'est pas que du mailing, c'est pas que du téléphone, c'est pas que du LinkedIn, mais c'est du 360. Je pense que tout le monde essaye de fabriquer un petit peu le tunnel qui marche bien. Ce qui est aussi important, c'est de définir qui on est. Donc on associe parler des archétypes, mais c'est important parce que quand vous allez interagir soit par mail, soit sur LinkedIn, ce qui est important, c'est d'être vous-même. Et comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que quand vous allez démarcher un client face to face, vous allez déjà poser des questions et s'intéresser à lui. C'est un peu pareil quand vous engagez un mail ou quand vous engagez un coup de téléphone ou un message LinkedIn. C'est intéresser déjà vous à l'interlocuteur, ce qui est beaucoup plus pertinent. Et après, il y a toute une stratégie de contenu à mettre en place. Donc Hugo le citait tout à l'heure, il y en a plein, AIDA, etc. Mais l'idée, c'est de bien mettre sa stratégie de contenu et que toute cette stratégie éditoriale ce soit 360 sur tous vos messages, que ce soit votre personal branding, que ce soit par mail, par LinkedIn. Et puis on n'a pas parlé, mais ça peut être aussi Instagram, YouTube, en fonction des canaux sur lesquels vous avez besoin. Et Instagram aussi qui marche très bien. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, quand on lance une société, qu'on est un peu tout seul ou qu'on est deux ou trois associés, on ne peut pas tout faire. Vous vous rendez compte qu'il faut être expert un petit peu de partout. Donc, on ne peut pas être à la fois expert LinkedIn, expert des emails. Aujourd'hui, il faut acheter plein de sous-noms de domaine. Il faut s'assurer que vous n'êtes pas dans les spams. Il faut s'assurer de faire du gros hacking. Enfin, ça devient un truc hyper complexe. Donc, soit vous passez votre temps à être spécialiste partout et du coup, vous n'allez pas voir vos clients, soit vous essayez de trouver des partenaires qui peuvent vous aider. Donc, nous, ça a été notre cas pour démarrer. Donc, on a effectivement travaillé avec Linkforce pour la partie personal branding, qui nous a permis de gagner du temps sur la stratégie éditoriale et sur la stratégie de contenu. Et puis, on a lancé ensuite, après, la partie donc, tunnel de vente, donc un peu synthétisé ici. Donc, c'est pas forcément descendant, ça peut être 360. L'idée, c'est aussi de faire beaucoup d'A/B testing. Et vous vous rendrez compte qu'il y en a un qui marche parmi tant d'autres. Et il marche peut-être aujourd'hui, mais il ne marchera pas demain. Donc, testez toujours des canaux différents. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que... Oui. Donc LinkedIn Ads, posts sponsorisés, boost de posts, etc. Je ne sais pas comment vous intégrez l'aspect publicitaire pour essayer d'élargir sa communauté en choisissant sur un ciblage, en essayant de pousser... Si je réponds sur la partie SynDizX, on ne l'a pas fait pour une question budgétaire au départ et surtout pour le contrôler. C'est-à-dire que faire des ads sans avoir une stratégie de contenu et d'avoir un tunnel de vente qui soit éprouvé, c'est un peu mettre de l'argent en l'air. Après, on peut aussi le tenter et le tester, mais c'est un peu tester en l'air. Donc là, je parle de point de vue ads générique, et je vais repasser la main à Hugo pour la partie plutôt LinkedIn, qui est plus expert que moi. Oui, totalement. Mais justement, nous, dans notre logique de création de contenu, l'idée, c'est de devenir indépendant de ces régies publicitaires-là. Donc c'est vrai que ça prend un peu plus de temps à se mettre en place. On va dire qu'entre 1 et 3 mois, les résultats ne sont pas forcément là en termes de visibilité.
parce qu'il y a forcément des tests de format à faire, des tests d'audience, du grossissement de réseau, etc. Donc, pour répondre vraiment à la question, déjà sur les contenus des profils personnels, on ne peut pas mettre de régie publicitaire. LinkedIn l'a testé, l'a retiré. Donc en gros, ce qu'on pourrait faire, c'est uniquement sur votre page entreprise. Mais toute notre logique de création de cette indépendance des médias, c'est de devenir son propre média et donc de ne plus payer pour être visible. C'est de faire un post et de faire plus que si on payait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, le coût par clic est énorme. En plus, c'est une des régies les plus chères. Donc c'est-à-dire que si vous mettez à 300 € pour faire, je dis une bêtise, 10 000 impressions, bah, certes, vous allez les faire, mais par contre, le jour où vous voulez accélérer, bah, il va falloir payer 100 € par publication, alors que si en 3 mois, bah, vous faites un travail de création de votre propre audience, bah, cette impression, elle sera d'une durée beaucoup plus longue. Donc nous, on peut le faire. Donc il y a des clients qui travaillent avec nous pour du ads, mais c'est vraiment pas ce que notre cœur de métier, on va dire. Nous, l'idée, c'est de créer sa propre audience, pour être indépendant, quoi. Et Ouais. on travaille, aussi avec, on travaille aussi avec d'autres partenaires qui sont plus spécialisés dans cette partie ads sur d'autres plateformes et donc qui s'intègrent à notre stratégie de workflow. Donc on travaille donc avec notre filiale qui est Ad Premier, qui eux vont générer des campagnes Google Ads, etc. Donc on travaille en collaboration et on va faire de la synergie sur nos actions. Mais c'est vraiment un travail ensemble, compétence par compétence, quoi. Excuse-moi. Ouais, je voulais juste rebondir sur, pour nous, donc les ads, par le conseil d'Hugo, on va pas faire sur LinkedIn. Je pense par contre, on va le faire sur YouTube et Meta, parce que je crois beaucoup en Meta. Ouais. Après, ça dépend de votre cible. Mais... J'en profite pour vous, avant qu'on passe aux questions, on vous a mis un petit... Ouais. Tu veux qu'on les fasse maintenant? Je sais pas, j'ai une question. Allez. Ouais. Alors, pour revenir sur le workflow, moi j'avais juste une question. Est-ce que, parce que tout à l'heure votre collègue disait que c'était un mix qui intégrait l'automatisation, est-ce que ce workflow-là, c'est quelque chose justement d'automatisé? Si oui, qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous avez des solutions in-house ou est-ce que vous utilisez des logiciels comme Phantom Buster ou Salesloft ou ce genre de choses pour mixer les cadences email et puis intégrer cette partie réseaux sociaux? Ok, c'est moi qui rebondis. Ouais. Donc effectivement, dans la jungle de tous les softwares qui puissent exister, c'est un peu compliqué. Donc, on en a testé plein, j'en ai utilisé plein. Et là, l'idée pour aller vite, nous, c'est effectivement, on a voulu... demander de l'aide, c'est pour ça qu'on a pris une des parties des outils qui est utilisée par Anthony et Linkforce, mais néanmoins on utilise aussi d'autres outils, hein, donc si on a besoin de 06, c'est du Phantom Buster ou du... le mot m'échappe, mais... Datagma? Non, c'est pas celui-là. Je sais pas. En tout cas, Lusha, pardon. Et donc il y a plein d'outils, donc on en utilise plein, mais là pareil, pour aller vite, donc on a voulu faire... externaliser et prendre un outil qui réunissait le meilleur des mondes entre le gros hacking, l'acquisition de data, l'envoi d'emails en masse, mais sans être en masse, donc personnalisé. Quand je dis en masse, c'est par rapport à votre capacité de boîte mail, et puis de pouvoir faire les relances, bien les segmenter, et surtout, moi, ce que je voulais, c'est qu'ils arrivent dans mon CRM Salesforce, bien qualifiés, en MQL, etc., pour ceux qui connaissent. Donc on a externalisé cette partie-là. J'en profite pour introduire le petit QR code que j'ai partagé à l'écran. Tout simplement pour le salon et pour tous les participants de la conférence, on vous offre un audit LinkedIn. Donc quand vous allez scanner le QR code, il y a plusieurs onglets qui s'affichent. Par exemple, si vous réclamez donc l'audit offert, vous pouvez préciser si vous voulez un audit sur votre communication, donc s'il y a déjà de l'existant ou si vous voulez des conseils pour optimiser votre profil, etc. Ou alors réclamer un audit pour plus un segment de prospection. Donc Anthony, il va pouvoir vous sortir une liste de prospects avec des critères. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire dans cette petit message ce qui vous intéresse le plus. Et comme ça, on pourra faire le suivi par mail et vous envoyer toutes les informations qui vous seront utiles. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On peut passer plus Merci officiellement. beaucoup Hugo. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai un micro, ça me ferait plaisir de vous le... Du coup, on a compris que les profils personnels marchaient différemment que les profils entreprises. Maintenant, comment est-ce que vous nous recommandez d'ajuster les deux? Parce que pour une entreprise, moi pour le coup c'est une entreprise d'hôtel-restaurant, je peux faire vivre la boîte à travers différents profils, mais comment est-ce qu'on fait pour équilibrer le tout? Est-ce que du coup on republie via l'entreprise certains posts, ou est-ce que c'est que du contenu froid? Comment est-ce que vous équilibrez les deux? Oui, c'est une question qui revient souvent, parce qu'il y a aussi le problème que certaines entreprises ne veulent pas forcément
mettre en lumière un salarié particulièrement, parce qu'il y a aussi le risque de construire une audience pour le salarié, et finalement, s'il vient quitter l'entreprise, tout ce travail-là, il est entre guillemets perdu. Donc nous, vraiment exclusivement, on travaille soit avec les dirigeants, ou soit avec les responsables de communication ou d'acquisition, donc tout ce qui va être le service commercial. Néanmoins, la page entreprise, nous, on la squeeze pas totalement de notre stratégie. On va l'utiliser pour faire des republications des profils, des publications des profils personnels. Donc au moins, en fait, on va pouvoir gagner des abonnés, la faire vivre, utiliser un peu tout ce qui est possible sur la page entreprise pour trouver cet équilibre-là. On peut aussi faire une publication sur la page entreprise quand il y a des événements internes, un after-work, une grande nouvelle, un recrutement, etc. Mais on va dire qu'en attente de performance pure, on sait que c'est pas ça qui va nous débloquer, on va la faire vivre parce que c'est important, même si demain on veut faire une offre d'emploi sur LinkedIn, ça passera par la page entreprise, parce que c'est comme ça que ça marche. Donc on va dire qu'on l'exploite à minima, de faire des republications, de faire vivre des petites actualités, mais on essaye de capitaliser le temps passé sur les profils pour l'exploiter un maximum. Donc ce que quand même je recommande, c'est quand on lance une stratégie LinkedIn, c'est finalement confier cette visibilité soit vraiment au CEO, aux dirigeants, à toutes ces personnes-là, ou alors au service commercial, puisque ça va être aussi une vitrine hyper importante d'acquisition. Donc forcément, si c'est la personne qui est en charge du commerce, elle va pouvoir mieux traiter les leads, et elle aura plus de temps et elle sera plus consacrée à cette mission que le dirigeant qui va se dire ok, j'ai trois demandes, mais comment moi je les traite? C'est pas mon rôle d'après sortir de LinkedIn pour faire une visio, etc. Et forcément, si vous avez parlé avec Eric et après on vous transfère à Pauline pour parler le rendez-vous commercial, ça sera un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est compliqué, mais on va dire qu'en fonction du secteur d'activité, etc., on trouve un équilibre. Et encore une fois, moi, tout ce que je dis, c'est pas forcément vrai pour tous les secteurs d'activité, et c'est pour ça qu'il y a une grosse phase de travail de setup au début pour faire des A/B tests, parce que finalement, je pense que vous le savez tous, mais il n'y a aucune bonne réponse sur le digital. Il faut tester et faire des hypothèses, quoi. Merci beaucoup, Hugo. J'en profite pour te demander s'il faut des outils particuliers pour trouver des signaux faibles vis-à-vis de ton système. Alors oui et non. On peut le faire de manière totalement gratuite via LinkedIn, en allant récupérer des posts, en envoyant un message aux personnes. Ou alors on peut même prendre juste la version de Sales Navigator, la première version, donc qui est la version Premium Plus de LinkedIn, qui vous donne accès à des filtres de recherche. Vous pouvez créer des listes de personnes, des listes de groupes, scraper les groupes, scraper les webinaires. Donc voilà, vous pouvez le faire de manière un peu plus artisanale, gratuite, ou prendre certains outils pour automatiser et pour scraper les signaux faibles. Bonjour, Gad HDB. Merci pour la présentation. Alors moi, je suis domicilié à Barcelone et je reviens à Paris de plus en plus souvent. Et donc, je suis confronté à une problématique de langue entre l'anglais, l'espagnol et le français. Donc, j'ai beaucoup aimé votre présentation sur le social selling, la marque personnelle. Comment vous décideriez quelle langue activer, etc. Merci. Ça, c'est aussi une question qui revient souvent. En fait, sur LinkedIn, vous avez la possibilité de créer votre profil sur plusieurs langues. Il y en aura toujours une qui sera la principale, donc soit l'anglais, le français ou l'espagnol dans votre cas, ou d'autres cas d'ailleurs. Et l'idée, c'est qu'en fait, moi je dis toujours qu'il faut choisir sa langue de publication par rapport à votre pool d'activité. Si c'est principalement, si vous êtes une entreprise française et que vous voulez publier en français, c'est tout à fait possible, ça reste un peu dans le cœur d'activité. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que en fait, sur LinkedIn, vous avez la possibilité maintenant de faire de la traduction automatisée. C'est-à-dire que, imaginons que je tombe sur votre publication qui est rédigée en espagnol. Moi, mon profil est français. Je vais pouvoir la traduire directement en fonction de ma langue qui est par défaut. Donc en fait, c'est sûr qu'il y aura forcément une langue où vous aurez plus de performance. Moi, j'ai commencé avec un client qui est un grand groupe pharma en Allemagne. On a commencé à publier en français parce que lui était français et qu'il gérait les équipes françaises. Et finalement, au bout de 6 mois, on a fait un switch en anglais et on a vu qu'il y avait plus de performance parce que il se disait j'ai eu des retours de mes équipes. Finalement, il y en a beaucoup qui se sentent un peu mis de côté sur la langue. On a switché en anglais. Et finalement, ceux qui sont français peuvent traduire très facilement, vraiment en un clic, la publication. Et comme ça, au moins, on essaie d'ouvrir la valve. Après, évidemment, il y a toujours une préférence et un choix à faire. Mais LinkedIn nous donne les cartes pour traduire très facilement, quoi. Ouais.
Merci beaucoup. Et cette logique de personnalisation, elle fonctionne aussi par email? Non, par email, c'est-à-dire que si demain, pour la communication, non, c'est-à-dire que si vous faites la newsletter en français, elle sera envoyée à tout le monde en français. Ça, pour le moment, ça n'a pas été encore intégré. Après, pour tout ce qui est vraiment message de prospection, évidemment, là, on fait des segments en fonction de la langue et des filtres de recherche. Donc ça peut être, si par exemple vous êtes présent dans 10 pays, il y aura 10 campagnes différentes et ça sera vraiment des segments hyper indépendants. Donc ça dépend si on parle soit de la communication ou de la prospection. Je ne sais pas si tu veux préciser. Ouais, je vais apporter une petite précision par rapport à ça. Donc là, on a vraiment focus la présentation sur LinkedIn. Mais il y a quelque chose d'hyper stratégique en 2025, c'est de faire des campagnes omnicanales. C'est-à-dire de commencer, par exemple, à aller démarcher quelqu'un via LinkedIn, de lui envoyer un message par rapport à une interaction sur un contenu. Et ensuite, dans le cas où vous n'avez pas de réponse, si vous avez l'adresse mail, de ne pas hésiter à envoyer un mail, partager une ressource en lien avec justement la thématique qu'il a pu aimer ou commenter. Et justement, d'essayer de contacter le prospect via tous les leviers. Plus on tente en fait on essaie d'aller par différentes portes, plus on finira par arriver sur le prospect. Donc ouais, la personnalisation, c'est aussi valable pour la partie mailing. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste un petit peu de temps, il faut en profiter. Ouais. Attends, on va faire juste après. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une petite question sur la newsletter. Oui. Je sais que récemment, il y a eu des soucis pour certaines personnes sur LinkedIn liés à des strikes potentiels. Oui. Est-ce que ça pose une question de souveraineté des données, à savoir si demain j'ai mon audience sur LinkedIn, je sais que d'autres créent des newsletters justement pour avoir un backup. Si j'ai une newsletter sur LinkedIn, est-ce que je perds, si je me fais ban, admettons LinkedIn, je perds toutes mes données, toute ma communauté? Ça, c'est vrai que c'est opaque, malheureusement. C'est-à-dire que vous n'allez jamais, si j'ai bien compris la question, c'est que vous n'allez jamais pouvoir extraire les données de cette base de données d'abonnés à votre newsletter. Donc en gros, ça c'est vrai qu'on dépend de la plateforme, donc on l'exploite un maximum dans notre sens. Mais par contre, c'est vrai qu'on est dépendant de ça et c'est opaque sur l'extraction de ces contacts-là. Donc on va dire qu'on fait vivre le format et on en tire parti le plus vite possible et le plus longtemps et de la manière la plus pertinente. Mais c'est vrai que si un jour il y a un problème de diffusion ou qui change de business model sur leur newsletter, ça sera plus compliqué de se retourner, mais on va dire pas de doute sur le fait qu'il y aura toujours un format en vogue, et c'est pour ça que les 3 formats que j'ai présentés, c'est vraiment à l'instant T. Et finalement, si j'avais fait la conférence au mois de mai, peut-être que ça aurait changé, parce que les vidéos elles seraient reparties en numéro 1. Donc il faut vraiment sauter un petit peu sur les opportunités, sur les nouveautés, les mises à jour, etc. Après, il y a une manière détournée de backup un petit peu justement votre communauté sur la newsletter. On ne peut pas récupérer cette base de données-là. Par contre, ce qu'on peut faire via ces navigateurs et les outils de scrapping, etc., c'est récupérer les abonnés de votre page entreprise. En théorie, si la personne est abonnée à la newsletter, elle est à 90% des cas abonnée à la page entreprise. Donc c'est une forme de backup que vous pouvez faire pour récupérer le nom, le prénom, l'adresse mail, l'URL LinkedIn. Après. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. C'était clair, mais je pense qu'il y a quand même d'autres questions. Alors, est-ce qu'on peut faire une petite photo justement pour nos profils LinkedIn et le personal branding? À lever de main, tout le monde est OK? Ah, il y a eu des mains pas levées. Bon, allez, je laisse Hugo prendre la photo, il est plus grand. Yes. En selfie? Je vais mettre comme ça. Non, je ne pas du coup. Tout le monde fait un joli sourire? Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Et n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions plus spécialisées.